Bonjour à tous. Nina Graveline, donc les présentations ont été faites. Merci beaucoup de m'avoir invitée ce soir. Je suis très honorée, un petit peu impressionnée quand même d'essayer de partager quelques idées avec vous. C'est pas un exercice que je fais souvent. C'est vrai qu'entre chercheurs, alors on discute souvent avec des agriculteurs, mais en général, on est chez eux, un à un. Et puis encore, pas suffisamment quand on est chercheur, malheureusement. C'est plutôt les jeunes qui font ça. Donc voilà, je suis très honorée de faire ça et j'espère que les idées, les projets que je vais vous montrer vous intéresseront. J'ai mis un chrono pour essayer de ne pas grignoter tout le temps parce que je pense que c'est intéressant qu'on se garde un temps pour échanger. Donc n'hésitez pas aussi s'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout de m'interrompre. Si ça peut être une discussion, c'est intéressant. Donc la présentation que je vais faire ce soir, c'est pour vous montrer un petit peu différents types d'interventions, de projets, de travaux qu'on fait autour de la question de l'accompagnement de l'agriculture face au changement climatique. Et en particulier, donc depuis que j'ai rejoint INRAE il y a 3-4 ans, sur la question des territoires agricoles. Donc je travaille principalement on va dire, dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc après une petite introduction, alors je ne sais pas si elle est nécessaire, mais quand même voilà les grandes tendances sur quels sont les effets du changement climatique, voilà là-dessus, et quels sont les grands leviers mais que vous connaissez, mais c'est intéressant de remettre ça quand même en perspective. Et ensuite je voulais vous partager 3 projets qu'on mène. Donc un autour de travaux sur la participation, donc c'est vraiment des projets qu'on mène dans des petits territoires, donc à l'échelle de communes rurales, autour de l'idée de Climaton, je vous raconterai ce qu'on fait, et d'une plateforme web aussi qui vise à partager les connaissances, pas uniquement celles de la recherche, parce que vous verrez ce qu'on dit, en fait, c'est sur la question du changement climatique, en fait, vous détenez beaucoup plus de connaissances que ne détiennent les chercheurs. En tout cas, du côté des pratiques, du côté de l'observation de ce qui se passe. Après, voilà, vous avez des chercheurs en météorologie, en agroclimato, qui effectivement vous apportent beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que nous, que ce soit les agronomes ou les économistes, on a vraiment besoin de mettre en circulation l'ensemble de l'information, et c'est peut-être là qu'on va essayer d'apporter des choses. Ensuite, un autre projet où on travaille avec le syndicat des vins Interroc, que vous devez connaître, c'est la moitié de la production viticole en Languedoc-Roussillon. On travaille avec eux sur la question de la chute des rendements et du maintien de la compétitivité, donc sujet important aussi, et qui est naturellement fortement en lien avec les effets du changement climatique. Et enfin, un projet qui s'appelle Talanoa, où je m'étendrai un petit peu plus, parce qu'on a choisi comme territoire pour ce projet-là l'Aude, vraiment le bassin versant, on va dire, de l'Aude, de Carcassonne jusqu'à la mer. Et l'idée, c'est d'essayer de travailler avec l'ensemble des usagers de l'eau, et notamment les agriculteurs et l'ensemble de la profession, sur des grands scénarios de prospective sur le territoire et son adéquation avec les problématiques de ressources en eau. Voilà, donc ça, c'est aussi un petit peu un appel à poursuivre le travail dans le futur avec vous, si ça vous intéresse, sur ce projet-là. Alors, sur le problème du changement climatique, ah oui, alors peut-être 2 minutes, dire que là, j'ai récupéré du matériel de Nathalie Aulat et Jean-Marc Touzard, qui sont les coordinateurs d'un grand projet qui a duré plus d'une dizaine d'années sur les recherches changement climatique et vignes et vins, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc, il n'y a pas de scoop là-dessus, ça ne sort pas de la dernière COP, mais remettre un petit peu les idées en place. Donc, qu'est-ce que le changement climatique? Alors, nouveau contexte, bon, il n'est plus si nouveau que ça, vous l'expérimentez depuis quelques années sévèrement. Donc, on parle déjà d'une augmentation de la température moyenne annuelle et également saisonnière. Donc, on est déjà à presque 2 degrés en France continentale. Côté précipitation, donc une autre donnée importante de la production agricole, on a relativement peu de modifications de la pluviométrie annuelle, mais on s'aperçoit, on parlait tout à l'heure de variabilité au sein de l'année pour les prix, mais c'est un petit peu pareil pour les pluies, avec une disparité de la répartition des pluies, et notamment quand même une baisse plus sensible au sud, avec peut-être même un excès au nord de la France.
Et un élément essentiel que je ne vous apprends pas, c'est des variabilités accrues de ce climat, et notamment des phénomènes extrêmes, donc les gels, la grêle, des coups de chaud, et des séquences de plus en plus longues de sécheresse. Donc finalement, c'est peut-être cette combinaison d'événements extrêmes qui est très compliquée, notamment en termes de gestion et de solutions qu'on peut apporter face à ces événements extrêmes. Alors, je vous ai également mis un site, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Canary, qui a été développé par l'ADEME en collaboration avec la recherche pour aider, et ça vous permet vraiment d'avoir toutes ces données de climat, à la fois sur le passé, mais aussi sur le futur, pour un point précis sur la carte. Donc, vous pouvez essayer d'aller trouver la maille de là où vous vous trouvez, et vous avez accès à cette information climatique. Voilà, donc je ne vous ai pas tout ressorti ici, mais cette information existe, et c'est vrai que c'est des outils d'aide à la décision un peu macro, mais voilà, qui peuvent être intéressants. Quels sont les impacts du changement climatique sur la vigne et sur le vin? Donc il y en a des nombreux. Donc le premier, le plus connu, c'est naturellement les stades de développement qui sont plus précoces et qui engendrent des problèmes un peu de double peine que vous connaissez malheureusement, avec des vendanges qui sont faites à des moments qui sont de plus en plus chauds, donc des difficultés aussi au niveau de la vinification. Des contraintes hydriques qui sont accentuées, donc la plante transpire davantage et on a moins de pluie. Donc ça met à mal naturellement les rendements, mais également la qualité. Et donc effectivement, en termes de qualité, on observe des degrés d'alcool accroissants et des degrés d'acidité qui sont mis à mal. Et également des modifications de profil aromatique sur lesquelles les œnologues travaillent. Alors ensuite, des impacts un petit peu plus macro, c'est qu'en fait, à l'échelle du territoire français, ou même de la région et de l'Europe, les scientifiques se sont amusés à cartographier les zones qui sont propices pour la culture de la vigne, par exemple, mais on pourrait le faire avec n'importe quelle culture. Et donc, effectivement, là, on parle déjà éventuellement de levier d'adaptation à l'échelle macro, donc d'une diminution de l'aire favorable à la production de la vigne au sud de l'Europe et un décalage vers le nord, ou en tout cas vers les altitudes un petit peu plus, des altitudes plus hautes. Et parfois, c'est vrai qu'on oublie, donc voilà, ça met à mal un certain nombre de paramètres de la production agricole, mais il y a également de nombreux effets indirects sur l'ensemble de l'écosystème avec lequel interagit la vigne, le viticulteur et l'exploitation agricole dans son ensemble et l'ensemble de la chaîne de valeur. Tout ce qui est bioagresseur est largement perturbé, donc c'est voilà, plus imprévisible. Il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs, mais en tout cas, ça apporte de la variabilité et de l'incertitude. Également, on en reparlera, des effets sur les ressources en eau, donc qui intéressent pour l'irrigation, et également, notamment ici, on peut en parler, les questions d'élévation du niveau de la mer qui amènent des problématiques de remontée de sel pour différentes raisons. Voilà. Donc ça, on en a déjà parlé. Alors ensuite, sur les adaptations, donc ce projet, la cave a essayé de travailler, de se concentrer, de dégager les grands leviers de l'adaptation face au changement climatique pour la viticulture. Donc le premier levier, c'est tout ce qui est matériel végétal, donc le cépage, le porte-greffe. Donc là-dessus, voilà, les collègues en sciences dures, mes collègues d'INRAE travaillent là-dessus d'arrache-pied. Donc on parle à la fois de sélection variétale, mais également de s'intéresser à des cépages plus au sud. D'autres régions, Grèce, Italie, Espagne ou Californie même, etc. Donc ça, vous devez déjà avoir expérimenté ça. Les pratiques viticoles offrent également un champ d'adaptation, aussi bien sur les aspects vraiment mode de conduite, taille, que sur tout ce qui est gestion du sol, matière organique, et naturellement la question de l'irrigation sur laquelle on reviendra. Il y a également quelques leviers au niveau œnologique, mais on voit qu'ils sont, enfin en tout cas dans ce qu'on voit sur le terrain, c'est des leviers qui ne sont pas encore trop mobilisés. On voit que c'est un petit peu plus anecdotique, par exemple, parler de désalcoolisation, les corrections d'acidité, ça ce sont des pratiques classiques, mais
voilà, des choses vraiment nouvelles, il y a quand même un petit peu moins de levier. Sur l'organisation des plantations dans l'espace, c'est une réelle adaptation, mais naturellement, on rencontre de nombreuses contraintes, hein, que ce soit raisonnement d'un syndicat, d'une petite région ou à l'échelle individuelle. Voilà, il y a des enjeux fonciers qui font qu'on n'est pas complètement libre. Et ensuite, un levier également intéressant, enfin en tout cas intéressant pour nous de discuter avec les acteurs, c'est changer les institutions. Donc dans la vigne, c'est vrai dans le secteur du vin, on a la présence forte des signes de qualité, des indications géographiques avec des contraintes, hein, qui font la reconnaissance de la qualité et de la spécificité des terroirs. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, ces cahiers des charges AOP, par exemple, peuvent aussi constituer des freins à l'innovation, par définition, hein. Donc là également, on essaie de voir voilà, comment accompagner ces institutions pour leur adaptation. Et enfin, ne pas oublier le levier des consommateurs qui effectivement, voilà, on peut se dire que selon leur acceptation du problème, de l'enjeu, et en tout cas de qu'est-ce que ça va impacter sur le vin, voilà, ils ont également un rôle à jouer dans cette aventure en termes de sensibilisation, etc. On peut se dire que voilà, si le consommateur vient avec nous sur l'évolution des produits, c'est plus simple que effectivement si ils affirment leur goût soutenu pour des vins légers, peu alcooleux, frais, etc. Ça ne va pas trop dans le bon sens, quoi. Donc on sent qu'il y a un travail à faire là-dessus également. Alors là-dessus, je vais passer très vite parce que je rentrerai plus dans le détail. Donc ça, c'est plus des exemples de ce qu'on fait. Donc prendre un peu de temps pour partager avec vous des expériences sur des expériences de participation pour impulser l'action climatique à l'échelle locale. Donc l'action climatique, c'est tout simplement, enfin c'est un peu un gros mot, mais pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que l'ensemble de la profession ou d'un territoire peut faire face à ce problème qui est très complexe et pour lequel effectivement, la recherche n'a pas de solution toute faite, hein. J'aurais dû commencer par là, mais c'est un problème qui est très complexe et les réponses, elles doivent nécessairement être adaptées au territoire, aux ressources locales, aux envies et aux idées localement, à la marge de manœuvre qui peut y avoir. Donc l'enjeu, c'est plutôt de faire émerger ces solutions complexes, hein, qui sont des combinaisons de solutions. On ne va pas soit tout miser sur l'œnologie, soit tout miser sur les porte-greffes et le matériel végétal. Ça va être une combinaison de solutions. Et donc, on essaie de développer des approches participatives pour accompagner l'agriculture et des territoires qui veulent prendre à bras-le-corps ce problème. Alors bon, là, c'est un petit peu notre justification, on va dire, scientifique de pourquoi est-ce qu'on fait des démarches participatives. C'est des approches qui sont relativement récentes dans la sphère scientifique. Enfin, relativement, on va dire une dizaine d'années, ça prend vraiment de l'ampleur. Et puis, c'est accepté, on va dire, de vraiment travailler de la sorte. Alors pourquoi on argumente que sur la question climatique en particulier, on a besoin de faire du participatif? C'est parce que, bon, je l'ai déjà dit, c'est un problème très complexe et la connaissance, elle est pas du tout dans les labos. Enfin, en tout cas, elle n'est pas uniquement dans les labos. Le problème est très local, donc comme je le disais tout à l'heure, notamment en termes de ressources, hein, les ressources, voilà, que ce soit des ressources en eau, des ressources en termes de savoir-faire, des ressources en termes de foncier, etc., vont être très différentes d'une région à une autre. On a un contexte d'incertitude très forte, voilà, parce que les météorologues, quand on leur demande les scénarios du futur, il y a une incertitude qui est forte. Donc, ce n'est pas juste une question de plus de connaissances, c'est on sait qu'on ne sait pas exactement. Et donc, en fait, il faut travailler et accepter cette incertitude. Et donc, une hypothèse qu'on se dit, c'est que de travailler avec les acteurs de terrain, finalement, de poser ces réflexions, on va améliorer la capacité d'adaptation de l'ensemble des acteurs. Et finalement, là, on est sûr de ne pas se tromper, quoi. Alors qu'effectivement, si on demande à nos collègues scientifiques qui travaillent sur la recherche variétale de conseiller sur une variété à tout prix, on est à peu près sûr qu'ils vont se planter. Parce qu'on est dans de l'incertain. Voilà. Et ensuite, enfin, il y a une injonction institutionnelle et une demande politique vers ces démarches participatives. Donc voilà, en gros, c'est dans l'air du temps.
Et c'est également une conclusion donc, de ce gros projet que INRAE avait conduit sur l'enjeu d'étudier et d'accompagner la co-construction de stratégies locales. Donc là, c'est 3 exemples de choses qu'on a faites dans la région sur ces enjeux de participation. Donc le premier, c'est on a organisé des climatons. Donc c'est une adaptation du concept du hackathon. Donc sur 24 heures, on organise avec des communes ou des syndicats ou des coopératives qui sont intéressés. Mais on va dire qu'on est à l'échelle d'une commune, donc un petit territoire, un collectif qui se connaît. On organise pendant 24 heures, c'est ouvert à tous, aux citoyens, aux étudiants, aux chercheurs. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de décloisonner en fait, le problème et d'appeler l'ensemble des gens qui sont impliqués sur un territoire pour réfléchir avec les viticulteurs, les agriculteurs du territoire, à des projets qui pourraient émerger. Et là, ce qui ressort, ce qui est vraiment très intéressant, je vous montre si j'ai les projets juste après, c'est qu'on arrive sur certains projets, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des hybridations avec d'autres secteurs, ou en tout cas des gens qui ont des idées qui peuvent venir pas forcément du monde viticole. Donc voilà, c'est intéressant. Donc ça, on l'a répliqué 3 fois dans la région. Ensuite, on fait des ateliers, on va dire, plus entre pros, donc là, qui ne sont pas ouverts aux citoyens et qui sont plutôt réservés donc à l'ensemble des personnes d'une région, mais professionnelle de la viticulture d'un secteur. Et là où on propose en fait de co-évaluer des grandes stratégies d'adaptation avec une grille qu'on a développée. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le CITEVI, donc ce grand salon des techniques viticoles qui a lieu, je crois, toutes les 2 années. Donc, on a essayé de faire on a fait un atelier lors du CITEVI qui a très, très bien marché sur essayer de décliner la stratégie nationale de la filière vigne et vin pour l'adaptation au changement climatique, d'essayer de décliner ça en mesures opérationnelles avec les professionnels. Donc, c'était surtout des agriculteurs qui sont venus. Donc en fait, on ne fournit pas des solutions, mais par contre, on essaie de développer des approches qui permettent d'aider les acteurs à étudier en fait les différentes solutions, les différentes stratégies. Donc par exemple, je vais prendre une solution là qui était ressortie, que j'avais trouvée intéressante. Par exemple, à Montpérou, il y avait une équipe qui avait travaillé pendant donc, presque une journée sur une idée d'expérimentation collective. Donc c'était plusieurs agriculteurs qui mettraient une partie de leur foncier à profit pour mener un gros projet d'expérimentation collective sur des variétés résistantes au changement climatique, voilà, dans les 10%, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais tolérés dans le cahier des charges des appellations. Donc l'intérêt, c'est vraiment de faire émerger des projets collectifs. On dépasse, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment l'idée aussi que certaines démarches d'adaptation vont venir avec des projets collectifs. Ça permet de prendre moins de risques, ça permet de partager de la connaissance, ça permet de réfléchir ensemble. J'imagine que vous êtes habitués à travailler comme ça. Un autre projet dont je voulais vous parler, c'est la plateforme Vineas. Donc, je vous invite tous à aller jeter un coup d'œil dessus. Donc, qui a été développé dans le cadre d'un projet européen où on travaillait avec 6 pays du pourtour de la Méditerranée. Et l'idée, c'était de dire qu'on avait peut-être un intérêt à partager les solutions d'adaptation au changement climatique et à l'atténuation, j'en ai pas du tout parlé du changement climatique, l'ensemble des initiatives, à la fois des pratiques, des initiatives qu'il pouvait y avoir, de les partager entre pays méditerranéens. On voit évidemment l'intérêt, par exemple, pour un viticulteur de la région d'aller regarder peut-être des pratiques qui se font depuis longtemps en Espagne, dans un pays qui rencontre finalement les conditions climatiques qu'on est en train de rencontrer. Donc voilà, cette plateforme, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Elle a été considérée. Donc, ce n'est pas du tout uniquement une plateforme de ressources. L'idée, c'est vraiment que ce soit une plateforme collaborative où chacun puisse aller partager ses idées, ses initiatives et de les faire remonter.
Il y a une petite fonctionnalité également forum. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Il faut savoir que ça a été développé avec relativement peu de fonds. Il y a eu très peu de communication, etc. Donc, on sent que ça, voilà, ça peine un petit peu à partir. Mais vraiment, si vous pourriez être intéressé ou que vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus parce que voilà, c'est quelque chose qui demande uniquement à être au service donc des professionnels. Bon, je pense que je vais aller très vite sur le deuxième projet, donc, qui est un projet avec le syndicat Interroc, où donc, on est des agronomes et des économistes qui travaillons sur la question de la baisse des rendements viticoles sur le segment IGP-EOC et voir la conséquence économique que ça a. Donc, je vais pas vous... Enfin, voilà, pour l'instant, c'est de l'analyse essentiellement statistique. Donc, on a des grosses bases de données, on essaie d'avoir accès aux chiffres des douanes en plus de celles d'Interroc pour essayer de comprendre, de voir des corrélations entre les baisses de rendement et typiquement le climat, les sols, les pratiques agricoles, les prix, etc., etc., pour essayer de mettre des grandes tendances. J'imagine que vous avez tous une une bonne connaissance, une bonne intuition sur qu'est-ce qui nous manque. Bah, voilà, c'est l'eau, c'est des maladies du bois, etc., etc. Mais voilà, Interroc avait besoin d'avoir vraiment les signaux marquants et essayer de trouver les facteurs les plus déterminants dans ces chutes de rendement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, dire aussi que c'est un projet où on a exploré un peu la notion de résilience qui est vraiment l'idée selon laquelle comment est-ce qu'on se remet après un choc. Donc typiquement après une mauvaise année, après une année où on a été très touché par un gel ou un coup de chaud, et donc d'essayer de toucher du doigt en fait la question de, l'avantage d'avoir la stabilité entre les années. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais et un résultat, peut-être évoquer un résultat, c'est dire que pour l'instant, sur les 10 dernières années, donc on a un recul uniquement des 10 dernières années, on s'aperçoit que la baisse des rendements a été plus que compensée par l'augmentation des prix en IGP-EOC. Voilà, donc la question qui se pose, c'est voilà, cette baisse de rendement, elle a été jusque-là compensée par des hausses de prix. Mais effectivement, on peut se demander jusqu'à quand, et vu les interventions précédentes, effectivement, on risque un plateau et que ce phénomène ne dure plus dans le temps. Donc le troisième projet, qui est un projet qui a démarré il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle donc le projet Talanoa Water, qui est également un projet européen, donc dans lequel c'est des fonds donc, de l'Union européenne qui sont spécifiquement dédiés à la zone méditerranéenne et aux questions de gestion de l'eau et de l'agriculture. Et dans ce projet, en gros, l'idée, c'est d'aller explorer des scénarios, donc on dit transformatifs. Bon, ça, c'est plus le jargon recherche, on va dire, aujourd'hui, pour se faire vendre, il faut vendre de la transition, de la transformation, de la rupture, parce que bon, on sent qu'on est parfois, des fois, un peu au bout d'un système. Donc de dire, on ne va pas uniquement aller travailler sur des mesurettes, sur des petites optimisations de systèmes, mais essayer de réfléchir à voilà, des changements systémiques, à la fois du développement agricole et également de la façon dont on mobilise et dont on gère les ressources en eau. Donc les pays, là on est 3 pays du nord de la Méditerranée et 3 pays du sud de la Méditerranée. Donc une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des partenaires avec des bassins, des territoires qui sont très contraints, qui voilà, peut-être ont déjà expérimenté des situations plus contraintes que les nôtres. Alors, le contexte de ce projet, donc j'ai déjà parlé du changement climatique pour l'agriculture, donc la double peine du changement climatique, une augmentation du besoin en eau, une réduction de la disponibilité des ressources en eau. Donc ça, c'est un vrai casse-tête sur la question de l'adaptation au changement climatique. Il n'y a pas de solution miracle. Et l'autre élément qu'on pose dans ce projet, c'est en parallèle, donc là on met la casquette politique, environnementale, écologie. On a une directive cadre sur l'eau en Europe qui impose des programmes de gestion des ressources en eau. Donc on en a un sur le bassin versant de l'Aude
et qui vise les bassins déficitaires. Donc typiquement, le bassin versant de l'Aude fait partie de ces zones de restriction des eaux. Pour vous donner un ordre de grandeur d'idée, l'ensemble du bassin versant prélève 100 millions de mètres cubes. Je ne parle pas de l'agriculture, je parle de l'homme, donc de toutes ces activités anthropiques de prélèvement. On prélève 100 millions de mètres cubes et on a 30 millions de mètres cubes à économiser. Donc c'est un bassin versant en France qui est où il y a énormément d'efforts qui ont déjà été faits et qui restent encore à faire. Voilà. Et paradoxalement, je ne vous l'apprends pas, c'est également un bassin où il y a beaucoup trop d'eau en hiver. Donc on sent qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup d'enjeux sur ça. Et ce qu'on propose avec le projet, c'est d'essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir en essayant d'analyser un maximum de futurs possibles, de stratégies possibles, en ne s'interdisant rien du tout. Donc on essaie, c'est dur, parce qu'on le voit, ça devient un sujet politique. Il y a 10 ans, enfin même 15 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait jamais un article sur les questions d'eau dans le journal. Là, aujourd'hui, j'étais dans votre région, j'ai rencontré plusieurs agriculteurs. À la boulangerie, j'ai vu trois journaux, je crois. Dans les 3 journaux, il était question d'eau en 2/3e page, quoi. Donc on sent que voilà, politiquement, c'est un sujet qui monte, qui va crisper. Là, l'idée du projet, c'est d'essayer de mettre tout ça de côté et de vraiment travailler sur le fond des scénarios et d'explorer voilà, l'ensemble des solutions, c'est-à-dire, j'y reviendrai sur les solutions, mais donc le projet, voilà, identifier, caractériser, évaluer l'adoption des stratégies d'adaptation au changement climatique, selon les principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc ça vient plus voilà, de tout ce qui est mise en œuvre des politiques environnementales relatives à l'eau, où on essaie de maintenir des principes d'équité sociale, d'efficacité économique, donc se dire que l'eau doit aller là où on arrive à lui donner de la valeur, et à être durable et être équitable socialement. Bon, là, 2 mots pour dire que ce projet, ce qu'on mobilise comme outil scientifiquement, c'est d'une part la participation, donc organiser des événements avec l'ensemble des acteurs, des usagers de l'eau, les collectivités, l'État, les associations, les mettre autour de la table pour travailler sur ces grands scénarios et sur l'évaluation de ces scénarios et de ces stratégies. Et d'autre part, donc en chambre, plutôt un travail scientifique, on travaille au développement d'une modélisation hydro-agroéconomique. Donc là, c'est un gros mot, excusez-moi, pour indiquer qu'on a des outils qui vont nous aider à évaluer l'impact de ces scénarios, donc sur les débits de la rivière, sur ce qui arrive jusqu'à la mer, l'état des barrages, le remplissage, prise en compte des scénarios climatiques, donc dans 20 ans, dans 30 ans, en utilisant les résultats des météorologues, des modèles agronomiques qui vont permettre de représenter le besoin en eau des plantes, et des modèles économiques, donc ça c'est plus mon rayon, qui essaient de représenter du coup la valeur qui est produite sur un hectare, sur une exploitation avec cette eau, ou avec moins d'eau, ou avec plus d'eau, et avec la latitude des questions d'assolement, de pratique, et aussi de choix de culture. Donc ce modèle-là doit permettre de rentrer en discussion avec ce qu'on appelle le groupe d'acteurs et les différents temps qu'on se donnera pour échanger, pour essayer d'évaluer ensemble et de construire des stratégies et des scénarios futurs. Donc ça, j'en ai déjà parlé. On va également mobiliser le recours à un jeu sérieux, donc pour essayer de mettre en mouvement toutes ces idées de manière simplifiée. Pour nous, c'est un petit modèle. Alors, ça peut faire sourire, mais en fait, dans le domaine de la recherche, c'est des outils en fait, qui sont beaucoup utilisés sur énormément de disciplines dès qu'on touche à des problèmes de biens communs, enfin de gestion des communs ou de gestion collective. On a besoin en fait, de discuter ensemble entre gens qui ne connaissent pas les problématiques et les raisons d'usage. Typiquement, quelqu'un qui s'occupe d'eau potable ne va pas forcément savoir pourquoi est-ce que vous avez envie de mettre tant sur votre vigne à tel moment. Et inversement, vous ne comprenez pas pourquoi les réseaux d'eau potable sont fuyards et pourquoi il y a 20% de pertes, vous trouvez ça inadmissible, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer, donc l'idée du mot talanoa, c'est un mot fidjien, c'est de dire, on essaie de s'écouter et de comprendre pourquoi l'autre a un besoin, bon là en l'occurrence besoin d'eau, en essayant d'installer un climat de confiance. Et voilà, donc ça c'est un peu une hypothèse du projet, c'est de dire
on met tout le monde autour de la table pour essayer de s'écouter et pour comprendre. Parce que, bon, je ne vous l'apprends pas, mais je pense que, enfin, je suis convaincue qu'il y a des énormes enjeux sur, voilà, le citoyen a besoin de comprendre pourquoi l'agriculture a besoin d'eau, les élus, etc. Et inversement, l'eau potable, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ouvre le robinet, il y a de l'eau, ça sort d'une station d'épuration. Il y a encore plein de gens qui pensent de ça. Ben non, ça vient d'un cours d'eau qui a été traité ou d'une ressource souterraine. Voilà. Donc ça, je vais passer. C'est pour dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un projet de recherche. On a vraiment des objectifs en termes de soit de réduction de la consommation d'eau, soit d'augmentation de la valeur. Ça veut dire d'essayer de mieux utiliser cette eau. Pas forcément moins en utiliser, je ne veux pas dire ça face à vous, j'oserais pas, mais que typiquement, on ait une augmentation de la valeur de la production agricole par mètre cube d'eau. Ça veut dire qu'on l'a mieux utilisée. Et si on l'a mieux utilisé et qu'on raisonne à quantité égale, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui en ont profité. Et donc, voilà, il y a une grosse question d'équité derrière, hein, de dire que si on arrive à augmenter l'amélioration de l'usage de l'eau par hectare, par exemple, en changeant de technologie ou en travaillant mieux, en pilotant, en regardant, en s'équipant d'outils de la décision, bah, si on en consomme moins, peut-être que le voisin qui n'a pas d'eau, dans quelques années, ce sera, voilà, on pourra équiper un peu plus de surface. Ça, ce sont les pays avec lesquels on travaille. Je ne m'étends pas. Quand même, juste pour dire que... Ah oui, non, je le dirai après. Donc ça, c'est le territoire en bleu foncé. C'est juste, donc c'est les résultats du recensement général agricole. Vous voyez les zones du territoire qui sont les plus irriguées. Donc on voit que c'est quand même très hétérogène sur le territoire. Et on voit surtout que beaucoup d'exploitations n'ont pas l'eau. Hein, donc voilà. N'ont pas l'eau. Et donc, effectivement, on va devoir travailler sur d'autres solutions dans le contexte actuel. Ça, je l'avais déjà dit. Donc là, c'est pour dire que dans ce projet, on va essayer de ne s'interdire d'explorer aucune stratégie. Donc là, j'ai représenté, on va dire, d'un côté, vraiment la demande en eau de la plante, donc le choix des cultures, le choix des cépages, le choix du porte-greffe, etc. Ça va être un levier pour la demande en eau. Ensuite, on a des pratiques d'irrigation, etc. Et on a également toute la chaîne, on va dire, plus technique de l'approvisionnement en eau, où là aussi, il y a d'énormes progrès à faire. Donc, on va essayer de travailler un petit peu à toutes ces échelles-là, de mettre ces solutions-là. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de voir là où il y a des volumes à gagner les moins coûteux. Donc, essayer de raisonner en coût-efficacité. Et de mobiliser, donc là, voilà, il y a des mots, accords volontaires, labels, les assurances, les permis pour services environnementaux. S'il y en a qui sont prêts parce que agronomiquement, ils maîtrisent... via l'agroécologie, etc., de laisser un petit peu plus d'eau à d'autres, ben ça, c'est un service qui doit être compensé. Donc, pour inciter finalement ceux qui pourraient soit prélever moins, soit continuer à prélever peu ou s'en sortir, voilà, essayer de trouver des instruments, en fait, pour organiser cette rareté. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas grand-chose en termes d'outils pour... Voilà, pour passer, on peut dire aujourd'hui, si on regarde les instruments et les façons dont on est encore un peu dans une économie de l'abondance. Hein. On voit un été comme on l'a eu. Voilà, il n'y a pas vraiment d'outils collectifs pour raisonner ça et pour essayer de mieux la gérer et puis surtout qu'elle aille là où il y en a besoin. Alors, j'avais mis ça, mais je n'arrive pas du tout à voir où j'en suis. Oui, d'accord, je vais essayer d'accélérer. Donc la démarche participative de ce projet, elle se veut... donc là, je m'attarde 2 minutes parce que l'idée que j'ai, c'est voilà, si ça vous intéresse vraiment, on va dire en côté agriculteur, on n'a pas beaucoup d'agriculteurs pour l'instant qui sont venus. On a fait une réunion à l'atelier de lancement. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes sur le territoire de l'eau d'aval et l'eau de médiane, vous êtes plus que les bienvenus pour travailler avec nous, pour réfléchir avec nous sur ces scénarios, sur ces stratégies, sur le futur en gros. Donc voilà. Donc l'ensemble des usagers qu'on mobilise, enfin pardon, des acteurs qu'on mobilise, c'est un petit peu tout le monde hein, qui a son mot à dire, soit au début, soit à la fin, donc, sur cette question-là. On a déjà rencontré un certain nombre de personnes.
Donc ça, c'est un petit peu la gouvernance du projet. Donc on a un comité de pilotage avec la DDT. Le SMAR, c'est l'établissement public de bassin de l'Aude, donc ceux qui sont en charge de la gestion hydraulique. Le département de l'Aude, les 2 unions d'ASA, la Chambre d'agriculture, le Parc national et l'Agence de l'eau, et nous. Et sinon, le groupe d'acteurs n'est pas exclusif. Donc, toute personne qui est intéressée sur la question est la bienvenue dans le groupe de travail. Et également, on vous fera passer, si ça vous intéresse, donc il y a un site internet sur le projet pour donner de l'information et informer des événements, et un groupe Facebook aussi pour garder le contact plus informel sur partage d'informations sur ce qui peut se passer autour de cette question. Et l'idée, c'est qu'il y a un rapporteur de ce groupe d'acteurs, donc qui est Philippe Cluzel, qui est le chargé de gestion quantitative donc du SMAR, qui va rapporter un peu toute cette vie du groupe d'acteurs au niveau européen. Et c'est là où on va faire un peu du partage d'expérience avec les collègues des bassins étrangers qui font les mêmes travaux. Ça, je passe. Donc également, il faut juste vous dire que donc j'ai une doctorante en économie, Juliette Le Gallo, qui va travailler sur essayer de vraiment voir les impacts socio-économiques de l'usage de l'eau dans le secteur viticole. Donc là, en analysant toutes les statistiques qu'on a dans la région, pour essayer de poser un petit peu la question, en gros, de qu'est-ce que ça apporte d'avoir l'eau? Donc forcément, c'est évident. Mais c'est important de mettre des chiffres, justement pour traiter de la question de la justice. C'est beaucoup d'investissements publics, etc., qui sont mis dans l'irrigation. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dépassionner un petit peu les débats. C'est vrai que quand on regarde, il n'y a aucun chiffre, hein, on ne sait pas. Alors vous, sur votre exploitation, vous allez sûrement dire, si vous avez la chance d'avoir l'eau, ça me permet cette année, ça m'a permis de gagner 10 hectos, etc. Mais d'un point de vue macro, qu'est-ce que ça a permis? Est-ce qu'il y a eu des tendances dans l'évolution des exploitations en termes de main-d'œuvre, en termes de diversification, de stratégie d'exploitation entre AOP, IGP, etc., etc. Donc ça, c'est un travail, j'espère, qui intéressera aussi la filière. Ça, je passe. Et juste, je finirai sur quelques résultats de l'atelier de lancement, et si on peut mettre ça dans la discussion, ce sera intéressant. Donc, c'est un atelier qui a duré une demi-journée à Gruissant. Donc, il y avait une quarantaine de personnes avec un public assez divers. Mais clairement, le message que je voulais faire passer ce soir, c'est que il y avait vraiment trop peu d'agriculteurs qui sont venus. Et voilà, en fait, c'était un peu le message tout à l'heure. La coopérative se fera avec vous. Mais là, c'est pareil. En fait, c'est vos scénarios, c'est le futur du territoire. Donc, ce serait vraiment chouette qu'on arrive à attirer davantage de viticulteurs, d'agriculteurs, qui sont quand même les premiers opérateurs sur le terrain. Les institutions ne sont que là pour orchestrer tout ça. Il est également ressorti qu'il manquait des élus. Donc ça, voilà, j'y travaille. La semaine dernière, j'étais aux Assises de l'eau à Carcassonne pour essayer de toucher un petit peu ce monde-là. Donc ça, je pense que, bon, comme je vous le disais, c'est un sujet qui monte en politique, donc je pense qu'il ne va pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là, mais du coup, c'est d'autant plus important que des agriculteurs viennent. Les élus ne sont pas forcément sensibilisés à toutes ces questions, même si on reste sur des territoires agricoles. Donc ce qui est ressorti de l'atelier, c'est qu'il y avait vraiment une réelle motivation de tous les acteurs pour travailler sur ce sujet, donc c'était très, très positif, en tout cas en première intention. Et ce qu'on a un petit peu construit, alors c'est vraiment, voilà, c'était un premier atelier, mais c'est pour réinsister sur ce qui est ressorti en prospective. Enfin, donc c'est 2 scénarios vraiment extrêmes. Ce serait un scénario qu'on peut appeler libéral à outrance, où on a un développement de l'irrigation qui se poursuit, mais c'est pas bien formulé là, hein, c'est vraiment des notes, se poursuit sur le modèle premier demandé, donc premier arrivé, premier servi, sans vraiment arbitrage, on va dire, stratégique pour la filière ou pour un territoire, hein, on peut avoir plusieurs points de vue, sur pourquoi est-ce qu'on mettrait l'eau là, sur tel sol, à tel endroit, avec tel profil d'exploitation et tel potentiel pour les 30 prochaines années. Et on peut parler, voilà, d'une sorte de laisser-faire sur les volumes. Et là, si on essaie de tirer le fil de ce scénario, et si on est un peu pessimiste, hein, mais voilà, il faut tout explorer en prospective, on enchaîne des crises estivales, on a des restrictions, on n'est plus trop préparé, enfin en tout cas ceux qui
qui ont tout misé, on va dire, sur l'irrigation sans travailler les autres aspects de l'adaptation au changement climatique qu'on a vu avant, donc tout ce qui est pratique, taille, etc. etc. Une idée, c'est de dire que si on a une crise, s'il y a des restrictions, mais à zéro, hein, vraiment la guerre de l'eau, parce qu'il n'y a plus d'eau potable, l'agriculture sera effectivement le dernier servi, malheureusement. Et du coup, on peut dire que ça, c'est un scénario du pire, en fait, parce que voilà, on a perdu le savoir-faire, enfin, on peut éventuellement avoir perdu un savoir-faire, et on peut voir l'irrigation comme une maladaptation. Donc ça, c'est un premier extrême. Et l'autre extrême, c'est aujourd'hui, on dit, bon, on arrête tout. Maintenant, on va avoir une planification en mode kolkhoz, on va tout contrôler et on va tout planifier d'en haut, quoi. Voilà, j'ai mis entre guillemets une personne qui a dit: peut-on continuer de laisser libre le choix des cultures dans un environnement contraint? Enfin, ça montre quand même, ça illustre quand même un scénario un peu du pire également, qui pourrait par exemple être amené par un blocage complet de la société sur la question de l'irrigation pour le monde agricole, avec un blocage rapide, voilà, et un arrêt du développement de l'irrigation hors cadre très contrôlé, strict, etc. Bon, bah là, effectivement, c'est très négatif. Hein, donc, on peut imaginer une déprise agricole qui s'accélère parce que on n'a rien anticipé. Donc, là, voilà, ça, c'était un peu des deux scénarios du pire qui sont arrivés et qui permettent de travailler, de dire il faut dépasser ces deux scénarios du pire, construire ensemble des chemins plus vertueux entre ces deux extrêmes et en alliant un peu l'ensemble des savoir-faire et des idées qu'on peut avoir. Et ce qu'on dit également, c'est que les leviers, ils ne sont pas uniquement techniques dans les pratiques, dans l'optimisation, mais vraiment dans une réflexion sur le développement agricole et les ressources du territoire, et voilà, autour du renouvellement, etc. Donc oui, pour finir, juste quelques idées. Donc la question de comment est-ce que c'est juste et efficace d'allouer l'eau. Donc grande question, quels sont les critères? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, une exploitation qui aurait le droit à plus d'eau qu'une autre, voilà. Donc ça, c'est des idées qu'il faut qu'on soulève, en fait, avant que ça arrive trop vite dans le débat public et que l'agriculture soit désemparée, en fait, face aux idées qui arriveraient du grand public. Voilà, bon, après, non, je ne vais pas développer tout ça. Et puis, peut-être la dernière, voilà, il y a un gros manque de connaissances sur les questions d'eau. En fait, on croit qu'on est dans un pays où on contrôle tout, on sait tout, etc. Mais par exemple, sur les consommations en eau, on a des données de l'Agence de l'eau uniquement pour les prélèvements supérieurs à 10 000 m3. On a un chiffre pour toute l'année. Donc en fait, voilà, quand on fait la recherche assez fine sur où va l'eau, pourquoi, et surtout quelle valorisation de l'eau derrière, qu'on regarde les revenus, voilà, les résultats fiscaux, on peut pas dire grand-chose en fait. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc une idée qui est ressortie aussi, ça c'est que des idées de l'atelier. La question de, effectivement, la transparence sur l'usage de l'eau, ça semble être un prérequis pour une gestion équitable. Si on ne sait pas qui consomme où, comment et pourquoi, c'est vrai que c'est difficile de construire des scénarios ensuite et d'imaginer des instruments pour mettre en œuvre ce choix collectif qui serait fait, ce scénario acceptable. Une idée qui est ressortie aussi, c'est penser l'accès à l'irrigation comme une transition vers autre chose. Vers d'autres cultures, vers d'autres pratiques, etc. Donc ça, je trouvais que c'était une idée intéressante de dire, voilà, on va demander l'accès à l'irrigation, le droit, etc., des subventions à l'État, mais en contrepartie, on s'engage peut-être sur certaines pratiques, sur des perspectives négociées, entre guillemets. Et l'idée aussi peut-être de flexibiliser les infrastructures. C'est par exemple l'idée qu'aujourd'hui on construit des réseaux voilà, qui sont calibrés pour la vigne à un endroit donné parce que voilà, ici il y a encore du foncier qui marche bien, il y a quelqu'un qui va faire une demande, mais finalement qui ne nous dit pas que dans 10 ans il y aura un jeune qui va vouloir s'installer avec un autre projet, du maraîchage par exemple, enfin, en gros une culture qui est plus consommatrice en eau. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'on fait bien de développer tout un réseau qui est très figé? Donc voilà, une fois de plus, dans la question de l'adaptation au changement climatique, on travaille avec des incertitudes, donc faut être flexible. Donc c'est un peu ces idées-là. Des instruments pour répartir l'eau qui ont été évoqués, par exemple, imaginez un compte épargne volume. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, on en est un peu dans une économie
enfin je dis de l'abondance parce que les instruments qu'on se donne pour gérer cette eau, et notamment pour dire, bah, il y en a qui font des efforts parce que cette année, bah, ils n'ont pas besoin d'irriguer, c'est pas reconnu, c'est pas valorisé. Enfin, en gros, le système n'est pas très efficace. Donc il y a des idées qui peuvent sortir là-dessus. Voilà, je m'arrête là. Désolée, j'ai été un petit peu longue. Je vous ai mis des références si ça vous intéresse, notamment sur un groupe Facebook là, des deux projets où on a l'impression que ça peut être aussi un bon mode de partage de l'information.